Bonjour messieurs, bonjour à tous. Comment allez-vous? Y a pas d'intro là? Tu veux une intro? Je te dis un bonjour déjà, c'est une très belle intro. Oh là là, mais s'il y a des trucs qui se perdent, c'est ouf. Bon, je me tourne vers Zach. Non, c'est bien. Bonjour bien. Zach, C'est bien, comment les gars. vas-tu? Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Yes. Ça va Galup, ça va? C'est Tu vas bien? On est sur un bon début d'émission là, ouais. Comment ça va? Non, j'ai un week-end Ça compliqué. va. Un week-end compliqué? Mais non. Pourquoi? Ouais, j'ai eu trop d'événements sociaux, ma batterie sociale est vidée. J'ai commencé mon lundi avec ma batterie sociale complètement vidée. Parce que je suis un peu introverti, il faut que je me recharge socialement quand j'ai trop de sollicitations. Qu'est-ce qui Et s'est j'ai passé pas eu ce le temps en week-end? fait. Bah le samedi soir, j'ai mangé avec mes sœurs, mais pour un événement familial important. On a fini dans un karaoké, on a fini tard. Oh là là. D'accord. ok. Et Et bourré. le lendemain, j'avais un anniversaire, pareil, un anniversaire de famille. Ça a commencé à 13h, je suis sorti de là-bas à 19h. Tu vois le repas le dimanche qui dure jusqu'à 19h? Je vois. Moi je t'avoue, c'est mon grand kiff en vrai, ce genre de repas. Ah ouais, mais tu c'est bois bon, et le c'est lendemain, bon, c'est ouais. lundi, tu vois, et t'es là, tu vois, C'est vrai. tu vois. Voilà, c'est tout. Ok. Et c'est très fourbe parce que t'as l'anxiété du dimanche soir qui disparaît grâce au mécanisme physiologique de l'alcool finalement. Ouais. Et du coup, tu es là dans dimanche soir, tu flottes un peu, tu vois, c'est dimanche soir, on s'en branle et tout. Et d'un coup, le lundi matin, il y a tout qui frappe fort, tu vois, c'est-à-dire que là, ça apparaît le lundi matin, tu vois. Donc voilà, mais ça va sinon. Hein. Ok. Ando, toi, ton week-end, comment ça s'est passé? Bah écoute, vous l'avez vu la semaine dernière, il y avait mon petit frère qui a fait sa petite C'est apparition vrai. dans Glitch qui était C'est là. vrai. C'était cool, on a regardé 2-3 matchs de foot avec la Ligue des Champions. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, week-end de taf assez chargé. Ouais. Il m'a passé un peu la routine quoi. Un peu la routine. Mais en forme et tout, dispo et vraiment genre ouais, en canne pour Glitch je crois. Je sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord. En canne, ça veut dire en forme. En forme, Voilà, très merci bien. beaucoup. Voilà, Putain, mais en les forme. Sudistes là enfin. Ah ouais, et moi j'ai pris mon premier vrai coup de vieux là ce week-end. Ma nièce m'a expliqué un mot que je comprenais pas. Merde. C'est quoi? Kawaii. Ah oui, kawaii. Ah ouais. Ouais. Kawaii. Kawaii, c'est mignon en japonais, C'est ça. quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, je savais pas moi. Oh, après est-ce que c'est un coup de vieux? Bon, je sais pas. Parce qu'en vrai c'était déjà dans les mangas de Ouais. votre époque, j'ai envie oui. de dire. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, mais c'est un truc récent que les petits jeunes ils utilisent ça, tu vois, je pense. Ouais, C'est peut-être, kawaii. peut-être. Ouais. Je sais pas. Ouais, je sais Moi, j'avoue, moi quand je le dis c'est un peu en mode dérision parce que voilà c'est Tu te fous un peu de la gueule. Ouais, C'est kawaii. Ouais. too much japonais quoi, mais Je voilà. vois très bien. Je vois très bien. Ouais. Bon, messieurs, on va commencer cette émission. Et on va commencer, évidemment, par la section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La section des questions, la fameuse section des questions. On le rappelle, c'est chaque semaine, vous qui nous envoyez vos questions via la story Instagram que l'on poste sur le compte de Glitch. On le rappelle, vous pouvez aller suivre ce compte. D'ailleurs, Glitch, le podcast, vous pouvez nous trouver assez facilement sur Instagram. Et cette semaine, nous avons pas mal de questions, messieurs, des questions assez intéressantes que je m'empresse Comme d'hab. de vous soumettre. On commence avec une question de Hugo F64, un habitué, un récurrent, Un vrai parmi les vrais. un vrai parmi les vrais. Je fais juste une parenthèse, Hugo F64 il fait une dinguerie en ce moment. Il fait une dinguerie? Il fait 10 jours de trail dans les Alpes. Ok. Il fait 400 bornes en 10 jours. Le ça masochisme. va. Ah ouais. Incroyable. Ouais. Ok. Gros big up à Hugo F64 parce que c'est un monstre. Un homme qui aime souffrir. On voit ça. Et il nous pose cette question. Un présentateur télé se doit-il d'être neutre? Décès de pivot, excès d'Hanouna ou encore Pascal Praud, nous précise-t-il entre parenthèses. Bah déjà, moi, pour mettre les bases, il y a une notion très importante que les gens n'ont pas forcément. Un présentateur télé n'est pas forcément un journaliste. Ouais. Et ça, il faut que les gens aient conscience de ça. Typiquement, Ça dépend de quelle émission quoi. Hanouna n'est pas un journaliste. Alors lui, je pense qu'il peut dire à peu près ce qu'il veut, donner son opinion. Enfin, personne ne lui en tiendra rigueur qui Alors- s'arrête dans les limites du légal, évidemment. Alors que Pro est un journaliste pour le coup. Alors que Pascal Praud est un journaliste. Et chez les journalistes, il y a un devoir, du moins, pas forcément Un devoir d'objectivité, moral, non mais parce que l'objectivité De absolue, neutralité. évidemment, ça n'existe pas. Mais une forme de neutralité à avoir, oui, évidemment, il faut s'en approcher le plus possible. Ça dépend après de où tu bosses quoi. Par exemple, si on prend Pascal Praud, Ouais. bon, tu es sur une chaîne où finalement la neutralité est pas tellement ce qui est recherché vu que eux-mêmes se définissent sur CNews comme une chaîne d'opinion. Ouais. Donc à partir de là,
Mais tu peux l'abandonner parce que tu as un cadre qui te le permet. Mais tout dépend du cadre en fait. Je pense qu'il n'y a pas Oui, de c'est se ça, doit d'être neutre ou pas. Mais Ouais, Zach. Et cadre de ta fonction aussi, si ta fonction c'est de faire des éditos, tu vois, je pense à Jean-Michel Apathy sur Quotidien, son avis il le donne plus qu'il le donne. Mhm. J'ai envie de dire, même Barthès peut le dire aussi, hein, Même de Barthès façon le fait informelle beaucoup, en fait. Bien sûr, bien sûr. Du Mais coup, ouais. quand c'est satirique en fait, si c'est satirique, forcément il y a une opinion qui se dégage, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Voilà. je suis pas sûr qu'il y ait de vérité universelle sur le devoir de neutralité ou pas. Bon, franchement, ça dépend vraiment du contexte, de ton public, de ton objectif en fait sur la ligne éditoriale de ta chaîne. Après, là, il mentionne les présentateurs télé. Je pense que c'est assez nouveau de voir des chaînes d'information ou des chaînes, même grand public, avoir une vraie ligne édito. Typiquement, CNews, on a très bien compris, c'est à droite. Alors que ça existe dans le journalisme depuis très longtemps. Libération a toujours été qualifié d'un journal de gauche, tu vois. Et je pense que c'est assez nouveau pour les gens de se dire, ils allument la télé et ils voient un média d'opinion, ouais, on peut dire ça, ouais. Et c'est assez nouveau. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça choque un peu les gens de voir ce genre de comportement à l'antenne. Messieurs, deuxième question. Est-ce que les ponts de mai vont mettre la France en coma artificiel? Perte de production totale, point d'interrogation. C'est une question de Chachabert. On la remercie pour cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts cette année. C'est Vous vrai. avez remarqué ? Ouais. T'as lu En tes mai, neuf là. Et c'est assez rare. d'affilée. Je vous donne une petite info. Allez. Une petite info. On a cherché du coup un petit peu. L'addition devrait coûter entre 4 et 6 milliards d'euros selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ah ouais. l'INSEE, Bah ouais. la fameuse. On estime que la perte économique d'un jour férié se situe autour d'1,5 milliard, soit 0,06% du PIB. Moi, Donc j'ai ça a un posé la impact, quand même. question Ça a un à impact. notre entrepreneur en chef. Ah, bah lui, il fait pas le pont, lui. Il est sur le Pareil, pont, écoute. lui. Non, je vais en profiter pour faire le pont parce que je suis témoin d'un mariage qui a lieu ce week-end. Oh. Je joue du piano à ce mariage. Allez on là. commande des chansons du jour au lendemain à ce putain de mariage que je critique pas, hein, mais je me retrouve à faire des choses qui n'étaient pas prévues. Il va encore Donc nous faire une je chronique sur ce l'embrasse le mariage. pont, tu vois, je suis très content. Par contre, au niveau de ma boîte, je vous le cache pas, c'est l'arrêt total. Je le sens. Les gens, ils font des gaffes, ils oublient des trucs, ils répondent pas tout de suite. Tout le monde est Ah, c'est En mode intéressant. Déjà, Ouais. tu veux dire, Zach? Ou c'est d'expérience sur les jours fériés? Ah non, mais d'expérience, déjà la France s'arrête, quoi, tu vois, Ok. d'expérience. Mais là, sur une config comme celle où t'as jour férié mercredi, jeudi, le lundi, mardi, c'est une rampe de lancement. Ils sont en train de se préparer à faire le backflip, tu vois ce que je veux dire. Donc Ouais. tout le monde est là en mode, tu vois, ils s'échauffent, ils s'étirent les épaules, ils se chauffent pour s'allonger dans le lit, tu vois. Et Ouais, c'est tu tout. le vois d'un mauvais Voilà, œil, c'est du tout. coup? Non, je le vois pas d'un mauvais œil, c'est la culture française qui est comme ça. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais. Ouais, on le sent bien. On le sent bien. Non, mais c'est pas ma mentalité, tu vois. Même un jour où officiellement tout est fermé, ça reste hyper productif pour moi. Donc je sais pas, le but des gens c'est de rien foutre, je crois. Donc, enfin, de beaucoup de personnes, tu vois. Vraiment, c'est une quête, quoi, rien foutre. Il y a beaucoup de gens, ça les anime, ça. Moi, j'ai jamais. Mais moi, je trouve ça beau, en vrai. hein. Ouais. Non, Ah, il y a une beauté là-dedans, bien sûr. Le fait que enfin, ouais, le mois de mai soit souvent un mois où il y a beaucoup de jours fériés et de ponts. Ouais. Et le fait que les gens aiment ce mois de mai parce que tout le monde sait qu'on peut partir en week-end, par-ci par-là. Mais Ouais, à côté, tu sais, le ouais. soleil revient et tout, Ouais, je trouve c'est ça ça, cool. ouais. Je trouve Ouais. qu'il y a un côté sympa. En fait, je suis partagé psychologiquement. Je sais que ça fait du bien aux gens de débrancher en semaine alors qu'ils n'ont pas l'habitude. Je Ouais. pense qu'en France, on travaille trop. Je pense pas aux 35 heures, je pense aux jours, 5 jours. Les gens étirent trop leurs efforts en Mhm. général dans un cadre privé. Donc je pense qu'en fait, on gagnerait tous à réduire ce temps-là et augmenter la densité horaire. Mais c'est ma vision, donc mais je conçois que ce soit. Mais même pour moi, c'est une respiration de me dire qu'en fait, on va pas me solliciter pendant 2-3 jours. Bien sûr, c'est un plaisir. Donc voilà. Je veux pas apparaître totalement aigri non plus. Bah je vois non. vos têtes là. Bah non. Je vous effraie. Je vous Bah effraie. non. Pour terminer avec cette question, sache que il y a des secteurs qui bénéficient de ce genre de pont. Évidemment, les secteurs du C'est vrai. tourisme. C'est vrai, c'est vrai. Je pense évidemment aux restos, aux hôtels, aux transports, les musées, le spectacle, enfin bref. Donc on voit un report sur ce genre de secteur et c'est pas plus mal aussi qu'ils puissent vivre durant le mois de mai. On enchaîne avec une deuxième question de Chachabert. Toujours. Toujours. Qui nous parle évidemment de la visite de Xi Jinping, le président chinois. Et elle nous demande, que pensez-vous du lieu pour la visite de Xi Jinping, Haute-Pyrénées, naze ou smart? Eh oui, c'était étonnant, on l'a vu passer justement cette semaine. Emmanuel Macron a prévu d'emmener le président chinois dans les Hautes-Pyrénées.
Est-ce qu'on en sait un peu plus? On en sait un peu plus, on sait pourquoi. Mais c'est vrai que d'un premier abord, on se dit, mais attends, il se passe quoi? Il y a quoi dans les Hautes-Pyrénées? Il y a un truc, il y a un Après, lieu. je tiens à dire que c'est super beau, les Hautes-Pyrénées. C'est beau, bien sûr. Mais bon. Et vraiment, le col du Tourmalet, la Mongie, etc., c'est hyper stylé. Hein. Super. Je pense que Xi, il doit être ravi. Hein. C'est vraiment le Stéphane Bern du Sud-Ouest. le gars. Alors lui, il va te dire, les Hautes-Pyrénées, c'était incroyable, incroyable. Non, en vrai, donc il y a un truc derrière tout ça, c'est que Emmanuel Macron voudrait que ce soit donc une rencontre un peu plus intime, dans un cadre un peu plus intime pour, je suppose, évoquer la diplomatie de l'intime, j'ai vu. La diplomatie de l'intime, beau. exactement. Parce qu'en fait, c'est une région qui tient à cœur à Emmanuel Macron. C'est une région où il a grandi, visiblement. Où il a passé ses vacances, en fait, estivales, etc., du fait que sa famille vienne de là-bas. En fait, on avait découvert ça quand il était venu skier à la Mongie, quand il était en campagne en 2017. Ouais. Il y a déjà donc plus de 7 ans. Et du coup, c'est quelque chose qu'il oublie jamais. En tout cas, je sais pas s'il s'en sert, mais oui, en tout cas, il montre qu'il est attaché à cet endroit, c'est sûr. Et pour répondre à la question, du coup, c'est naze ou c'est smart selon toi, Zach? C'est ni smart ni naze. Je pense que ça doit avoir un sens très, très perché, encore une fois. Et je suis pas choqué, tu vois. C'est davantage la venue du président chinois qui interroge que le lieu, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Ok, bah oui, ça, on sait que cette visite fait polémique pour un bon nombre de choses. On va schématiser, on va dire, pour les libertés, les droits de l'homme non respectés. En gros, c'est ce qui ressort le plus souvent. On va parler notamment des Ouïghours, le sort des Tibétains aussi. Ça fait Taïwan. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire. Et sachez qu'Emmanuel Macron a précisé, avant même la venue du président chinois, qu'il allait aborder ces thèmes avec lui. Et c'est peut-être justement l'occasion de ce cadre intime de pouvoir évoquer ces sujets. Comme Zach, naze ou smart. Genre, je pense pas que ça change fondamentalement quelque chose, quoi. Et c'est pas en se disant, putain, je suis chez la grand-mère d'Emmanuel Macron. Bon, peut-être je vais lâcher du lest et je vais lâcher Taïwan. J'y crois moyen. En vrai, j'y crois moyen. Alors oui, c'est vrai que tu fais un petit raccourci assez sympa, mais peut-être que, je sais pas, le cadre s'y prête mieux qu'un bureau, tu vois, très formel. Non, mais ça fait partie du roman présidentiel. Tu sais, il se raconte aussi à ces fonctions-là. Il y a toute une narration. Je suis chiant avec ma narration, mais aussi c'est ça, vrai. quoi. Le mec, il est très, très attaché au symbole, Emmanuel Macron, et du coup, il accroche tous ses actes avec des symboles. Et là, certainement qu'il y en a un. On le saura dans ses mémoires qu'il écrira dans 3 ans. Ouais, dans pas si longtemps. Oui, bon, c'est déjà en préparation. Ouais. Une question de Marine. Marine, glitcheuse. De la première heure. De la première heure, évidemment. Qui nous dit tout simplement, hello les glitchos, quand est-ce qu'on se fait un dîner bientôt? Plein de bisous, très gentil. Un petit message. Bon, quelle une date, Marine? Bah, avec plaisir. Ouais, mais c'est un petit repas glitch. C'est hyper imprudent ce qu'elle vient de faire. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'expliquer à tous nos groupiers, toutes nos fans qu'on peut avoir des repas privés avec nos auditeurs. Ah, on va être harcelés là. Ouais. Là, on va recevoir 300 demandes de dîner. Tu t'imagines ce qui va se passer? Oh mon Dieu. Notre calendrier va se retrouver chamboulé. Oui. Non, mais bien sûr, Marine, avec grand plaisir. 2 rendez-vous avec Rhino Shield, on va essayer de trouver de la place. Ouais, exactement. Les investisseurs se bousculent au portier. Dernière question, messieurs. Une question du des Chalets. Allez, Exactement. Et une petite question sympa, c'est vrai ça. C'est quoi votre prochain voyage, tout simplement? Est-ce que... Ok. Je pense que... Oui, Ando, c'est prévu. Zach, t'as un voyage de prévu dans pas longtemps? Bah, moi, je t'avais proposé qu'on aille à Londres. Oui, c'est vrai, bien sûr. Bah, un petit week-end, quoi. Ah ouais, un petit week-end. Allez-y le 1er juin, là. Peut-être il y a la finale du PSG, comme ça, vous serez aux premières loges. Ah, ouais, super, ouais, très intéressant. Je meurs, toi. Non, mais sinon, je me frappe. Dublin peut-être. Ouais, Dublin, pourquoi pas. Dublin, c'est quand? Ce serait le 22 mai. 22 mai, il se passe un truc là-bas? Et je t'ai pas envoyé une vidéo sur Insta d'un voyage Paris-Dublin, tu passes par Cherbourg, tu prends le bateau après? Ouais. Ça a l'air trop stylé. Tout ça en 17h. Mais l'empreinte carbone, Olivier? Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, bien sûr. Voilà. Nous sommes une 17h, ça vaut bien 3 arbres sauvés, éco-responsable, Glitch. Voilà, non, mais on fait référence tout simplement aux 2 finales. Donc, tu parlais du Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions. Ouais, ils sont toujours pas en finale, hein. Marseille non plus. Non, Marseille non plus, pas encore. Bientôt. Mais on parlait évidemment aussi de la finale de la Ligue Europa qui se tiendra à Dublin. Et on espère que l'OM y sera. Ça sera l'Atalanta contre le Bayer Leverkusen. Oui, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive. Ouais, pas de
pas de finale pour moi, mais donc je vais aller à Rome là du coup dans les prochains jours. Ouais, bah attends, non, mais surtout il y a un gros voyage en préparation. Alors oui, mais du coup ce n'est pas le tout prochain voyage. Ok. Mais bon. dans un peu un mois, je serai en Colombie. Voilà, ça fait T'es un plein peu- d'argent, Andoni. Hein. Je pense que t'es le plus riche de nous trois. Ouais, Tu voyages tout Orlando. le temps. Oui, c'est je incroyable. pense. Mais je Et- pense, ouais. Il a une carte grand voyageur, un truc. Il a plein de miles. incroyable. Il a plein de miles. Et bien voilà, vos Et Mathilde voyages. Et Mathilde, waouh, attends, laisse-moi checker. Non, je n'ai aucune réponse. Il y a, je n'ai aucune il y a des question de traditions qui se perdent, je trouve. Bon, les c'est gars, plus que c'était faut lui la retirer. jeunesse, hein. On écrit au tribunal de commerce, on lui enlève ses parts sociales. Totalement. On va faire une OPA, on La va tout mutinerie. racheter. Ah ouais, non, c'est vrai, Mathilde. Mathilde, où es-tu? Bon, allez, on va encore dire Je qu'on vais a racheter posté ses la- Vous l'avez dit, hein. Comme je suis le Je plus vous riche l'avais de dit, ce vous parliez podcast. mal. En fait, je trouve qu'on l'amenait mal à chaque fois, les questions Pourquoi de Mathilde. Et bah, à la fois, quand on présentait ces questions, c'était ah bah évidemment Mathilde, comme si ça ne faisait pas plaisir, alors que ça nous fait plaisir. Mais tu bien vois. sûr que ça nous faisait plaisir. Mais enfin. elle a peut-être pris pour de la résignation, de l'habituation hédonique, tu vois. Ok, ouais. Et donc, Voilà. voilà, elle s'est lassée. Elle s'est lassée au final. Non mais il faut pas, Mathilde, reviens, on a besoin de toi. quand Mais même. bien sûr, Mathilde, enfin, reviens avec grand plaisir. Mais alors, encore une fois, je vais le dire, j'ai posté la story un peu tard. Oh putain, encore. Mais j'allais le dire, je suis étonné du nombre de questions vu Oui. le timing de. C'est ça, la story. Ouais, mais ça c'est tard. criminel ça. C'est criminel. Et Zach, tu l'as posté la story, toi? Juste pour savoir. Mais Ah, tu c'est connais criminel. McFly et Carlito? Tu sais comment ils se font allumer que McFly et Carlito quand ils postent une vidéo à midi au lieu de 11h, tu vois? Oui. On a à peu près la même taille de communauté, on s'est pas vu grossir et toi t'es encore en train C'est de poster vrai, c'est vrai. les stories en retard. Ah bah, Bah, c'est on trop. est largement meilleur que McFly et Carlito. Enfin, qu'est-ce que Tu tu l'as dit, racontes? Bouffi. Qu'est-ce que tu racontes? Bah voilà, c'était la fin de ces questions, messieurs. Est-ce qu'on parlerait pas un peu d'actu? Et l'actu cette On semaine, fait c'est que quoi? ça, on fait que ça. C'est quoi? Bah, il y a la cuite. Marseille. En vrai, il y en a une grosse, ouais. Ah C'est là, chez Zach que se ça passe. va bouger fort, ouais, effectivement. C'est Marseille dans tous les cas. Il y a tout à Marseille cette semaine. Il y a tout à Marseille, exactement. Pourquoi? Eh bien évidemment parce que la flamme olympique arrive à Marseille et on ouais. attend beaucoup de monde en dos. Bah ouais, c'est le plus gros événement de la semaine, peut-être même du mois. Et c'est quelque chose dont on se souviendra longtemps. La flamme olympique arrive donc enfin en France ce mercredi 8 mai. Après être parti d'Athènes et après avoir passé plusieurs jours sur le bateau du nom du Belém, peut-être vous avez vu passer Oui, des bien belles sûr. images de ce 3 mâts Elle est magnifique. magnifique. La flamme, elle arrive ce mercredi à Marseille, tu l'as dit Galup. Le bateau va arriver sur le littoral marseillais en début de journée, mercredi, et il va parader devant les différents quartiers de la ville jusqu'au soir, où il fera son entrée dans le Vieux-Port pour une grande fête et aussi pour un grand concert gratuit toute la soirée, avec entre autres les rappeurs Soprano et Alonso. Le lendemain, le 9 mai, le relais de la flamme partira le matin de Notre-Dame de la Garde pour arriver en début de soirée au stade Vélodrome. Le premier à porter cette flamme, c'est qui? Vous le savez sûrement, non? On sait. Vous le savez? On spoil? On y va? Zach, tu sais quand même. Florent Tu vas le voir. Madoudou. Voilà, Florent Madoudou, le nageur multimédaillé olympique. Mais il y a une belle liste de stars en vrai Oui. qui vont participer à ce relais. Pour ne citer que, je vais dire Didier Drogba, Jean-Pierre Papin, Tony Parker, Valentin Rongier, l'actuel joueur de l'OM, Ouais. Redon Bougueraba, Louisa Nessib ou encore Camille Combal. Ok. Pas que des sportifs à Marseille. Ah, donc. Ah, ouais. Précision stylée, le dernier relayeur marchera sur le toit du Vélodrome. Oui. Et ça, c'est une première. Et en fait, ça, ce sera le point d'orgue d'une belle fête marseillaise qui aura débuté donc la veille, où on attend 150 000 personnes sur le Vieux-Port. Attends, parce que là tu viens de dire le dernier relayeur. On sait qui c'est, non? Zizou. Non. Non. Bah non. Zizou, on l'aurait su, je pense, depuis longtemps, non? Vas-y, dis-moi. Mais il me semble que c'est Soprano justement qui va marcher sur le toit du Vélodrome. Ah, j'ai pas vu ça. Et d'ailleurs, on a un ami à nous, Olivier, qui va porter la flamme. Ah bon? Mais Vincent. Et oui. Énorme. C'est pas vrai. Vincent est à Marseille, ouais. Et il je va crois porter qu'il la s'est fait les flamme cheveux blonds oxygénés exprès. D'accord. Et comment il a eu cette opportunité? C'était Je un sais tirage pas. au sort? Tu sais pas? Je sais pas du tout. Je sais qu'il il bosse à la Fédé de foot, mais je sais pas. J'en sais pas plus. Il m'a pas dit. Mais Ok. il m'a annoncé ça comme s'il allait acheter des coquillettes, quoi. Tu Ah, vois. c'est Donc, ouf. c'est assez rigolo. Ouais. Ah, c'est ouf. Putain, tu vois, j'aurais bien aimé ça. Je pense que c'est une Et expérience à vivre une fois dans sa vie. Normalement, il va porter ses lunettes de soleil. Tu sais, il a les répliques des lunettes de soleil de Biggie. Oh mon dieu, Et, oui, je vois. normalement, il va porter les lunettes de soleil de Biggie avec les cheveux blonds oxygénés. Ah oui, ok. Stylé. Voilà. Ça va être. Ouais. Oui, on va Ouais, le ouais. voir. On va le voir. Ça, pour le coup, il Ouais, sera je visible. pense qu'on va le remarquer. Ouais. Ok. Ah, mais du coup, votre pote, ouais, ça va être marrant d'être au milieu de tout ça, parce que je crois qu'il y a une énorme sécu, du coup, à Ouais. Marseille, quand même, Ouais. qui est prévue. Énormément de sécurité. Ça va être le début de 3 mois sous très haute tension. C'est un chef d'État en déplacement en France pendant
3 mois. Voilà le résumé d'un cadre du ministère de l'Intérieur concernant le relais de la flamme olympique. À Marseille, pour commencer, il y aura un dispositif inédit. 5 942 policiers et gendarmes seront déployés pour sécuriser les 150 000 personnes attendues dans le centre de Marseille. 16 tireurs d'élite surveilleront le périmètre et dans le ciel, un avion Rafale et un AWACS auront la charge de la police de l'air. Des policiers en civil seront également mobilisés sur le secteur et se tiendront prêts à intervenir. Au total, un renfort de 51 forces mobiles seront présents à Marseille pour l'événement, soit la moitié des forces mobiles en France. 1 millier d'agents de sécurité du secteur privé seront également mobilisés. Des opérations de déminage ont lieu depuis une semaine sur l'ensemble du plan d'eau du Vieux-Port qui sera surveillé 24 heures sur 24. Tous les navires seront contrôlés à l'aide de plongeurs et de drones aquatiques. Concernant la flamme, 200 policiers et gendarmes seront présents autour de la flamme dans le convoi qui encadre le relayeur. Il y aura aussi une sécurité très rapprochée appelée convoi engagement qui sera exécutée par 18 policiers et gendarmes qui formeront une bulle de protection avec pour priorité d'anticiper les actes malveillants. Gérald Darmanin a souvent rappelé les différentes menaces qui pèsent contre ces Jeux Olympiques et tout particulièrement contre le relais de la flamme. Le ministre de l'Intérieur avait affirmé prendre très au sérieux les menaces des mouvements de contestation comme le soulèvement de la Terre, Saccage 2024 et dernière rénovation. Même si l'objectif principal pour ce genre de groupe reste de perturber et d'éteindre un relais de la flamme olympique, Saccage 2024 a par exemple diffusé un tuto sur les réseaux sociaux pour savoir comment éteindre la flamme olympique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est assez dingue. Pour vous parler un peu du parcours, il y aura des itinéraires bis et terre qui seront prévus pour les transferts entre 2 étapes. Et sachez que le GIGN sera embarqué avec la caravane du relais. Même s'ils n'auront pas vocation à gérer les affaires courantes, ils n'interviendront évidemment qu'en cas d'attaque terroriste. Ouais, vaut mieux. Bon, Zach, est-ce que tu as vu du mouvement déjà un petit peu à Marseille ? Est-ce que tu as vu ce dispositif se mettre en place ? Alors là, à Marseille, t'as l'impression qu'il y a le lancement de la fusée Ariane. Oh, ok. C'est comment dans la rue ? Explique-nous, tu vois des flics partout ? C'est quoi un peu le changement ? Oui, tu vois un peu des flics, c'est pas ce qui choque le plus. Tu sais, Marseille, vous l'avez vu depuis que je suis revenu, c'est une ville où tu te plains tout le temps. Les gens se plaignent là pour 2 raisons. Alors, t'as les commerçants qui se font mettre une grosse pression au niveau sécurité apparemment. D'accord, ouais. ok. J'ai entendu des trucs très intéressants que j'avais pas entendu aux infos. Du genre typiquement, qu'ils ont fait sceller toutes les bouches d'égout de la ville, notamment sur tout le trajet. Ouais. Okay. Incroyable. Et c'est ouf. ça, on sait pas pourquoi. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Mais alors, c'est prévu à Paris aussi, il me semble, dans les zones de haute sécurité du périmètre là. Pour éviter que genre, y ait des gens qui passent par les systèmes d'égouts, etc. pour interférer justement, pourquoi pas éteindre la flamme ou pire. Bah ouais, c'est ça en fait. Non, c'est pas ça. Je pense qu'éteindre la flamme, ça serait le moins grave qui pourrait arriver. C'est-à-dire que là, t'as quand même une menace de tous les côtés. T'as à la fois ce que vous venez de dire, t'as à la fois la Russie qui a menacé aussi de saboter via différents groupuscules ou attaques informatiques. T'as les casseurs aussi avec les émeutes qu'on a eues qui pourraient aussi représenter une menace. T'as plein de trucs en fait. Et si tu veux, le coup des égouts, c'est assez... en fait, je pense... Il va y avoir un tracking des gens et un badgeage des gens à l'entrée, à la sortie du cortège et de toutes les zones. Donc en fait, les égouts, c'est un moyen d'accès sans passer par les zones de contrôle officielles. Donc, bien sûr. Je pense que les menaces, elles sont super sérieuses, ça c'est sûr. Et après, pour finir Marseille, en fait, on a les transports qui vont être vachement modifiés. Donc ça fait chier beaucoup de gens parce que c'est compliqué de circuler en bagnole maintenant à Marseille. Et quand t'es en transport en commun, vu qu'il y a du relief parfois et tout, c'est... Si tu marches, tu galères, quoi. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pour les côtés négatifs, sécurité, contraintes, évidemment. Est-ce que tu vas aller voir la flamme ? Est-ce que t'as prévu de faire un truc, d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, au moins ? Non, je suis un... Sérieusement ? Je suis un peu... Tu vois la chanson de Brassens où il dit le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet ? C'est exactement ça, tu vois. Ah ouais ? Je sais pas s'il dit douillet ou lit douillet d'ailleurs, mais c'est un peu ça. Mais attends, tu te rends compte que c'est qu'une fois dans ta vie, ça arrivera plus jamais, hein ? Ah ouais, j'ai pas envie. Ça va être un merdier. Et si ça se passe mal, ça va être un merdier. Ah, mais évidemment, on peut se poser cette question tout le temps aussi pour tout et n'importe quoi, du coup, tu vois. Mais... Non, mais ça va. C'est pas le genre de truc qui me font triper, moi, je m'en fous. Mais je pense que je vais essayer d'aller la voir, moi. À l'inverse de ça, que c'est un truc qui me chauffe. Je sais pas toi, Galup. Ah bah oui, moi je veux au moins voir ça, tu vois. Enfin, même si j'ai pas longtemps. Une fois dans la live, quoi. Bien sûr. Ah, moi je trouve ça assez beau comme symbole. Peut-être que je vais y aller, peut-être. Bah oui, attends, t'es sur place, enfin. Non ? Ouais, ça va, je vais essayer. Ça y est, on l'a convaincu en disant rien. Très bien, mais bravo Zach. Bon, on a compris Zach, ça te hype pas vraiment,
Mais le programme des festivités que Kando a décrit, ça te parle? Les gens annoncés, c'est pas mal? Ouais, c'est très cool. Puis je trouve ça bien que ce soit à Marseille que ça arrive. C'est une belle ville et elle représente aussi le sport de par la natation, son histoire avec la natation, le foot bien sûr. Donc c'est cool. Et franchement, ce qu'ils ont fait du côté de la marina pour les épreuves, c'est magnifique. Et ils ont vraiment géré au niveau des travaux. Il y a plein de villes qui devraient prendre exemple sur la rapidité d'exécution. Et Dieu sait qu'à Marseille, on n'est pas une ville de travailleurs. C'est vrai. Mais C'est vrai. enfin, de l'inconscient collectif en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ouais. Bon, Sur le sport, c'est dommage, non, qu'il n'y ait pas Zizou, quand même, à Marseille pour porter la flamme. mais alors, moi je me suis dit 2 choses. Là, je me dis, bon, allez, il est pas annoncé, il va pas y être, mais, on est d'accord que s'ils mettent une surprise Zizou, ce sera extraordinaire. À la fin, tu veux dire? Mais j'en sais rien. Non, à Marseille, À pas Marseille, forcément à Paris. peu importe, tu vois, je sais pas quand dans le. Je sais pas dans comment le ils pourraient faire une surprise tellement ça a l'air verrouillé comme process. J'ai souvenir de porteurs de flammes sur d'autres compétitions olympiques où on avait la surprise au dernier moment, tu sais, et on disait ah oui c'est lui le dernier relayeur, ou alors oui c'est lui qui va le faire, qui va faire tel truc ou tel truc. Et je me suis dit que si ils ont pensé à faire une surprise Zizou, je me suis dit que ça pouvait tout changer. Ouais, non, et là franchement ce serait incroyable. Je pense que ça serait ouf. Ah bah ouais. Mais malheureusement, je pense, honnêtement, connaissant un peu les services de communication des Jeux Olympiques, ils auraient communiqué depuis très je longtemps. pense. Si Si t'as pas Zizou, tu mets Clara Morgan au moins. Tu vois, oui, un des 2 joyaux d'accord. marseillais, tu vois. Un des 2 joyaux marseillais. Et en vrai, Zizou, il a un rapport tellement ambivalent avec Marseille. Il est pas. Je t'aime moi non plus, tu vois. Il a une reconnaissance, mais il joue pas sa carte Marseille surtout. Non, enfin, il le c'est met pas en clair. avant, ça, tu vois. Ouais. Et ouais. Donc Non, Je sais pas, il a une relation. Tu vois, c'est un mec qui est né à Marseille, qui a grandi par la Castellane, mais même dans sa carrière de joueur, il est jamais allé jouer à l'OM, il a jamais joué à Bordeaux. Ouais. Au final, il est jamais revenu, il s'est jamais posé la question de revenir. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il vit à Madrid, je crois, même encore aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Non, mais je veux dire, tu vois, c'est vrai qu'il en fait pas un étendard et du tout, c'est pas le premier des Marseillais. Alors que le plus impliqué dans la Marseille vie. l'aime. Marseille l'aime de tout son cœur. Après, Quoi. tout le C'est monde ça qui est aime fou. Zizou. Tout le monde aime Zizou, c'est Ouais. sûr. C'est sûr. Bon, pas Zizou au programme. On va finir quoi avec Patrick Bosso sur le toit du Vélodrome. Non, Jules. Ça va être. Je pense que Jules Jul. qui chante la Marseillaise. Ouais. Mais putain, Allons Jules. enfants, de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Mais attends, attendez. C'est tellement ma version préférée de la Marseillaise. Sans rigoler, c'est une mauvaise idée finalement que Jules puisse participer. Ça aurait C'est été bizarre, bien. surtout qu'il soit pas dans le. Bah, grave, putain. Ni dans le concert gratuit, Ouais. ni ouais. Non, ça, mais il pour faut le qu'il coup, laisse c'est les gens étonnant. exister. Après, il fait non, zéro attends. concert, Jules, hein, mais. Non mais gars, Soprano, le pauvre. Moi je me mets à sa place. Il se dit putain, j'en ai marre. Le mec, il peut remplir 10 vélodromes en 10 minutes. Laissez-moi au moins chanter à l'arrivée de la flamme olympique. Tu vois, je pense qu'il a Le pauvre morflé. Soprano. Le nombre de gens qu'il a fait morfler, Jules, les gars, c'est incroyable quand même. Hein. Bah ouais, mais Je vous jure, il a ils ont fait du fait un mal au deal avec portefeuille de Soprano. plein de mecs. Hein. à l'heure où tu parles de Marseille en ce moment, tu penses forcément à Jules. Il y a aucun moment où Bah il faut ouais. pas penser à lui. Je comprends pas comment c'est Bah ouais. possible. Et les Daft Punk, ils ont dit pareil d'Aya Nakamura, mais c'est Aya Nakamura qu'on a choisi. Bon bah écoute, qu'est-ce que je te dise. Ouais. Tu vois, chacun, il y a des choix qui ont leur raison, tu vois. Ouais. Et bah là, c'est pas Jules, c'est Soprano, c'est aussi historique. Non, mais c'est Soprano, bien. tu Mais vois, c'est c'est bien. bien. Oui, Soprano, c'est historique. C'est Bah oui. un des plus connus en vrai, Marseillais, je pense, Bien sûr. en France en Bah, ce les moment. premiers à avoir été connus sur la scène de rap de Marseille. Hein. Totalement. Mais après, on va peut-être apprendre dans 2 ans dans un feat, dans un freestyle de Jules sur Skyrock que, en fait, il avait été appelé, tu vois. Ah, c'est Il va possible. dire, Ah, mais je pense qu'il Ils était m'ont appelé. appelé moi, pour je les pense. JO, j'ai demandé 500K, ils ont pas voulu, j'y suis pas allé. Tu vois, un truc comme ça. Ah, mais c'est possible. En vrai, soyons honnêtes, évidemment qu'il a été Non, appelé. mais il a été appelé, Je pense. c'est sûr. Ou alors, faut vraiment être teubé et pas comprendre comment ça fonctionne à Marseille. Quoi. Voilà, je sais pas. Après, peut-être que Jules, il a dit non, mais c'est bon, moi, le jeudi soir, je regarde la demi-finale de l'OM en Europa League contre l'Atalanta, c'est bon, me faites pas chier. Et justement, bah oui, parce qu'on en parle, le 8, il y a évidemment la flamme qui arrive à Marseille. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Bah écoutez, Et on en les parlait tout à demi-finales. l'heure, on l'a évoqué, avec évidemment la demi-finale contre l'Atalanta. Zach, il va se passer quoi concrètement dans cette ville le soir si l'OM se qualifie pour la finale de Ligue Europa? Je pense que c'est. Là, il va y avoir un vrai vacarme. Ah, Ouais, ça va vraiment. être ouf. Je pense que la C'est police. comme si on gagnait la finale. À la police, ils sont en PLS là pour Ils sont l'instant. vraiment Ah, oui, pas oui. bien. Ah non, Ah, mais Ils sont avec un maillot bleu et noir là pour l'Atalanta.
Ouais, il y a ça. Il y a les urgences aussi qui vont recevoir des mecs qui ont sauté dans l'eau du Vieux-Port et qui sont fait une septicémie, tu vois. Ah oui, bah ça, oui, comme, c'est vrai. comme d'habitude. Non, en vrai, oui, le nombre de spectateurs, plus, imaginons, la victoire de l'OM, mais ça va être un sbeul à Marseille, ça va être horrible. Incroyable, en vrai. Horrible. Ce serait très beau. En plus, que ça arrive le même jour, ce serait incroyable. Ouais. J'ai pas envie de voir ça. J'ai à la fois envie de voir ça et j'ai à la fois pas envie de voir ça. C'est très compliqué. Mais ouais. T'en penses quoi? Déjà, Ando, tu penses qu'on a des chances de se qualifier? Vu le match aller, je dirais ouais. Après, c'est toujours pareil. T'avais le Vel derrière toi. Je sais pas. En vrai, l'OM, c'est tellement aléatoire les perfs qui peuvent sortir. Moi, j'ai tendance à y croire parce que l'Atalanta, c'est pas non plus. Ils m'ont un peu déçu. Je pensais qu'ils allaient être plus forts que Marseille et que ça allait pas plier, mais presque à la. Je pensais aussi. Je te le dis honnêtement. Au final, non, à voir. Okay. Après, je pense que dans tous les cas, tu gagneras pas l'Europa League, hein, mais. Ouais. Mais bon, ce serait déjà stylé. Après, il y a le Bayer Leverkusen qui entre en scène en finale. Ouais, ça va être compliqué. Donc, Zach, déjà, toi qui ne voulais pas sortir ce jour-là, je pense que toi, vers 21h, non, on te voit pas dans le centre-ville de Marseille. Non, ça c'est sûr. Et concernant mon pronostic, le soir au Vélodrome où l'Atalanta est venu, il paraît que j'étais pas, mais l'ambiance était telle que. Enfin, il y a des gens qui ont dit. J'ai rarement vu cette ambiance au Vélodrome, c'est-à-dire que ça tremblait. Je pense que les joueurs, ils ont été impressionnés, ils ont eu peur, les mecs en face. Mais je crois que les deux occasions nettes, franches qu'on rate vont nous coûter très très cher. Parce que je pense que. Enfin, moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont nous en mettre 2 avant la 30e minute. Et ça pardonne pas derrière, on va être assommé. On veut tellement pas croire à la saison qui sert à rien, alors qu'en fait, on en a eu plein. Tu vois, tu crois, et en fait, tu repars avec R, tu vois. À l'Olympique de Marseille, il y en a beaucoup, oui. Mais ça serait bien qu'on aille en finale, même si on la gagne pas, ne serait-ce que pour l'argent que ça représente. Parce que chaque tour qu'on passe, c'est de l'argent en droit télé et tout. Donc, bien sûr. Ne serait-ce que pour ça, ça serait sympa. Voilà. C'est vrai. Iban y était, il m'a dit c'était incroyable. Ouais. Mais des gens qui étaient devant leur télé m'ont parlé de l'ambiance de Marseille, alors que bon, normalement c'est pas le truc que tu peux sentir à travers un poste de télévision, mais là les gens m'ont dit c'était le feu, mais ouais, c'était assez fou. Bon, ça c'était pour Marseille, mais en fait c'est ça, on se rend compte que Marseille c'est tellement l'OM qu'on a beau parler de la flamme olympique à Marseille, on dérive forcément, ça me tue. C'est forcément, on est obligé de parler de l'Olympique de Marseille à un moment donné dans cette émission. Mais la flamme olympique, en tout cas, si on se ressent dessus, passe par Marseille, mais c'est que la première étape d'un long périple en fait, parce qu'une fois que la flamme du coup elle sera passée à Marseille, elle partira pour un grand tour de France jusqu'au 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, vous le savez. 400 villes françaises vont voir débarquer le relais de la flamme en 68 jours, soit 2 gros mois. Et donc tout le monde va y avoir droit, la France métropolitaine, mais aussi la Corse et les territoires d'outre-mer grâce au relais des océans. On va en entendre parler au mois de mai ou juin, je ne sais plus. Okay. Je vous fais pas toute la liste parce que ce serait interminable, mais la flamme va passer par des grands sites historiques de notre pays. Ouais. Les châteaux de la Loire, le château de Versailles, les grottes de Lascaux, le Mont Saint-Michel, les plages du débarquement, entre autres. Et elle rendra aussi hommage au patrimoine de la France avec des passages dans les vignobles de Saint-Émilion, le viaduc de Millau, le centre spatial de Kourou en Guyane, le musée Louvre-Lens ou encore les arènes d'Arles. Bref, je pense que va y avoir un nombre d'images de ce relais dans des endroits incroyables qui va être vraiment hyper intéressant. J'ai trop hâte de voir. Ouais. Moi, je te le dis honnêtement, je pense que je vais le suivre. Je vais regarder, je pense, au moins une fois par jour, un petit peu ce qui se passe avec ce relais de la flamme. C'est des belles images, c'est des trucs qu'on a envie de voir. Donc ouais, moi, je vais m'y intéresser. Même si, évidemment, Marseille, j'aurais bien aimé y être. Mais une fois que c'est passé, honnêtement, tous les sites que tu viens de citer, ça m'intéresse énormément. Messieurs, je crois qu'on a été complet quand même là. On a été complet. On a même parlé de l'Olympique de Marseille. Donc ça veut dire, du moment où on parle de l'Olympique de Marseille, on est complet. Je pense que c'est notre point Godwin à nous. On arrive jusqu'à l'Olympique de Marseille. C'est à cause de Mathilde ça encore, hein. C'est elle qui nous a. C'est toujours Mathilde, évidemment. Elle nous a traumatisés avec l'Olympique de Marseille. Mais non, évidemment, on prie pour l'Olympique de Marseille. On lui souhaite une victoire, évidemment, contre l'Atalanta. Et puis, on a hâte de voir la flamme arriver aussi sur le Vieux-Port. Messieurs, vous le savez, nous avons une nouvelle section dans cette émission. Une nouvelle section qui s'appelle l'actu en rafale. L'actu en rafale, on le rappelle, pour le coup, parce que c'est assez nouveau. Je vous propose un titre
d'actualité et vous me dites si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, si on en parle, si vous voulez savoir On swipe à gauche ou à droite, quoi. Exactement. Oh, c'est le Tinder de l'actualité. T'as vu ça ou quoi? C'est incroyable ça. Putain, ça peut être le nouveau nom de la séquence. L'actu en rafale, le Tinder de l'actu, comme vous voulez. Mais en tout cas, C'est un peu tiré par les cheveux, peut-être. oui, c'est possible. C'est possible. Messieurs, C'est parti. la première actualité. Le gouvernement israélien qui ferme une chaîne de télévision. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas? Moi, non. D'accord. Moi, j'ai déjà l'info, donc. Ah, en vrai, elle est d'intérêt public. Je dis oui. Comme vous voulez, comme vous voulez. Il veut pas vexer. Il veut pas vexer, hein. Il veut pas Non, non, vexer. mais je Il pense veut que pas ça te va être froisser. intéressant. Il a vu ton regard, il a dit quoique quand même, c'est quand même formidable. Non, Même mais pas. après, vexez-moi, ça me dérange pas. On peut passer à la La semaine dernière, je t'ai dit non froid, pas de soucis. Non froid, très bien. Bon, on le donne quand même du coup. Ce dimanche 5 mai, le gouvernement israélien a voté à l'unanimité la fermeture de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera en Israël, en raison de sa couverture de la guerre à Gaza. Affirmant qu'elle menace sa sécurité, l'exécutif israélien a décidé de fermer la chaîne qatari Al Jazeera dans le pays, décrit comme un organe de propagande du Hamas par Benjamin Netanyahou. Le diffuseur était l'un des derniers médias internationaux encore présents à Gaza. Sa fermeture intervient alors que le Qatar tient un rôle clé dans les négociations pour une trêve à Gaza. Voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant, donc je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs, on peut le dire, hein, le Hamas a accepté une offre de trêve formulée par l'Égypte et le Qatar, Exactement, justement, pour, ouais. comme je t'ai dit. Et Israël et les États-Unis examinent cette offre. C'est fou. Donc ouais. peut-être qu'on se rapproche d'une trêve. C'est possible, c'est possible. En tout cas, on a la première pierre qui est posée. Messieurs, deuxième actu, la fin d'un monument des jeux télévisés. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Bernard Pivot? Non. Non, tu parles des chiffres et des lettres. Bah Du coup, là, je suis bloqué parce que si je dis oui, on va me dire il a encore été trop gentil avec elle. Vas-y, je te suis sur celle-là. Je te suis sur celle-là. ok. Allez, vas-y. Bah, c'est simple, messieurs. Le plus ancien jeu télévisé français des chiffres et des lettres va disparaître des grilles de France Télévisions à la rentrée. C'est une annonce du directeur des antennes dans un entretien à la Tribune dimanche. Depuis la rentrée de septembre 2022, le jeu, créé en 1972, personne n'était né là pour le coup, n'était plus diffusé que le samedi et le dimanche et les audiences étaient en berne. Il y aura une émission pour dire au revoir à cette légende entre guillemets des jeux télévisés. Ça m'intéresse. Avec Patrice Laffont qui était le premier présentateur de l'émission et Laurent Romeshko qui est lui le dernier. Et remercierons évidemment toutes les équipes. Ah, c'est marrant ça, je pense que je vais essayer de regarder ça. C'était pas l'émission de ma life, mais ça rappelle les souvenirs, tu vois, la télé avec les grands-parents et tout. Mais mais ça fout un petit coup de vieux. On parlait de coup de vieux tout à l'heure avec Zach. Honnêtement, c'est le seul jeu télévisé qui existe encore, que je connaissais quand j'étais jeune, tu vois ce que je veux dire? Je vois rien d'autre dans le paysage actuel. Motus peut-être? Motus, ça existe encore? Tu vois? Enfin. Ah, la bonne question. Je sais pas. Non, Zach, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. Non, ça c'est un peu logique. Je me dis que bah non, mais c'est logique dans le sens où un grand nombre de personnes qui regardaient commencent à décéder là, tu vois, petit à petit. Donc, oui, mais il y a un renouvellement aussi de la population âgée. Tu dis ta génération, mais je pense que la génération de nos parents, ils la regardaient déjà quand ils étaient ados, quoi. Ouais. Enfin, et bon, ça vous choque pas? Ça veut pas, non, c'est pas un marqueur. Bah, moi, en fait, Zach, il a dit ça crûment, mais il a tout dit. En vrai, l'intérêt, c'est sûr qu'il allait décroître comme l'intérêt pour la presse écrite décroît parce que, voilà. Attendez, vous savez qu'il y a de plus en plus de personnes âgées en France. À l'échelle nationale, oui, mais c'est des gens qui ont pas forcément. Ouais, mais elles ont des smartphones maintenant. C'est vrai. Oui, moi, je les vois autour de moi. Ils sont pas pires les références. que nous, Ils sont pires que nous, tu dis, Zach? Oh, ils sont pires que nous avec les smartphones. C'est terrible. C'est des ados. C'est abusé. C'est incroyable. Ok. Ils ont pas eu de moments de transition entre un peu les deux, d'apprentissage. Ouais, carnage. C'est genre, ils sont tombés dedans et Obélix dans la marmite, quoi. C'est fini. C'est des tox. C'est des tox. Ok. C'est terrible. Ok. Bon. On dit adieu tout simplement à des chiffres et des lettres. On espère que. Si, vous voulez savoir ce qui va prendre sa place? Ah, t'étais bien meilleur aux lettres. Ok. Bon, j'ai jamais été trop maths, mais. Ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse énormément. par contre, parce que j'allais intervenir là-dessus. Qu'est-ce qui va prendre la place? Qu'est-ce qui va prendre la place de ce jeu emblématique? Eh bien, écoutez, ce sera un programme qui s'appelle le Jeu des 1000 €. C'est un autre programme télévisé venu de Radio France. Voilà. Ah bah oui, j'allais dire c'est une copie du truc de radio, mais là en fait c'est le même truc. C'est le même truc évidemment, mais voilà, qui remplace. C'est un truc intellectuel. Ouais, c'est des questions de culture G, il me semble. Je ne sais pas, je ne connais pas même pas du tout ce jeu, mais parce que les gars, faut quand même dire un truc, et là je vais faire le pisse froid, mais
Oh. Ça m'étonne pas non plus aussi parce que de plus en plus de programmes sont débiles à la télé et le niveau a vachement baissé, quoi. Ok. Et là, on a perdu Bernard Pivot aujourd'hui, mais l'émission qu'il avait en l'illustration, quoi, quand tu vois les replays de l'INA des années 80, C'est vrai. des émissions, et aujourd'hui, le niveau en prime, je parle pas des chaînes d'actu, hein, mais le niveau en prime, tu vois, vraiment les émissions de divertissement, bah c'est une catastrophe, quoi. Ah ouais, Le je suis niveau a d'accord. vachement baissé, tu vois. Ah, c'est très haut Donc, tiède, toujours les mêmes invités, c'est très... je suis Ah d'accord, ouais. je suis d'accord avec toi. Fun fact, je viens de checker, mais le jeu des 1000 euros, c'est encore plus vieux que des chiffres et des lettres. Ah. C'était créé en 1958. Ah ouais. Ah Ouais, mais Ah c'est moins ouais. complexe. Les chiffres et des lettres, c'est pointu, les gars. hein. C'est vrai, super mais pointu Les gens- mais intellectuellement ça est parlant, question tu pour vois. un champion. Les gens qui y vont, c'est des monstres. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai. Bah écoutez. Ouais. Messieurs, autre actu. Un record pour les boulangers français. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Non. 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 Très bien. Eh bien écoutez, actu suivante. Un humoriste de France Inter qui démissionne en direct. Ouais. Je l'ai vu, mais oui, c'est très stylé. Effectivement, on a eu droit, lors du grand dimanche soir sur France Inter, à une démission. C'est Jamil Le Schlag qui s'est lancé dans une chronique de soutien à Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, écoutez, on le rappelle, il est suspendu par la direction de Radio France pour avoir réitéré sa comparaison de Benjamin Netanyahu à une sorte de nazi sans prépuce. Et les auditeurs ont alors pu entendre ceci. Guillaume Meurice, mise à pied en vue de sanctions disciplinaires. La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, attends. Hey, en fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter, putain. J'ai le cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. C'était ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant toutes ces années. Alors je voulais dire merci bien sûr à toute l'équipe pour l'ambiance incroyable durant ces 3 ans. Mais maintenant dans cette station, je me sens plus dans mon safe space. Tu sais, j'ai pris ma décision il y a 1 heure. Je suis passé devant le bureau de la directrice de Radio France. J'ai vu un poster Macron 2027. J'ai dit non, wallah Jamil. Et il tente de se barrer. Voilà. Ouais. Il a fait ça en direct. Hyper courageux. Ah, c'est très très courageux. Très courageux. Ouais, bien sûr. Et personne ne s'y attendait évidemment. Donc ouais, on parle un petit peu de cette affaire de Guillaume Meurice. Ça vous parle? Vous trouvez ça Ouais, bien sûr que anormal? ça me parle, moi. Ouais, Zach, dis-nous. Bien sûr que c'est anormal. C'est une censure qui est fondée pour le coup là sur de l'offense simple. Et à mon sens, ce qu'il a dit n'était pas discriminant, c'était pas de la provocation à la haine. Donc je ne vois pas du tout la raison de cette censure-là. Et toute censure pour moi qui n'est ni discriminante ni provoque à la haine ou qui incite au terrorisme, en fait, toute censure m'inquiète en fait. Parce que juste, on sait qu'elle va offenser. Et encore une fois, je reviens souvent là-dessus, mais on a le droit d'offenser et on doit offenser. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est voilà. Et le fait qu'il se casse, le mec, je trouve ça courageux. J'ai envie de dire, j'aurais fait pareil. J'en sais rien du tout si j'aurais eu ce courage-là. Mais c'est aussi, je me dis, est-ce que c'est comme ça qu'on doit répondre? En fait, moi, j'aurais refait un sketch en y allant encore plus fort, en restant dans le cadre juste de l'offense encore une fois. Et c'est très dur à jauger, tu vois. Mais j'aurais envoyé encore un truc et qui me vire moi aussi, tu vois, pour rajouter à cet effet-là en fait, tu vois. Ok, sans démissionner, mais rajouter une couche et montrer que j'y serais allé plus fort. On peut tout dire en tant qu'humoriste et on peut rire de tout. Bien sûr, bien sûr. Pas mieux que Zach, hein. Ouais. Franchement, non, mais enfin, je vois, il a tout dit. Il y a rien de, comment dire, d'illégal, tu sais, qui pourrait être censuré de manière juste, c'est-à-dire s'il y avait une incitation à la haine. Pour moi, il y en a pas. Mais attends, surtout justement, je te coupe, excuse-moi, mais on l'a entendu dans l'extrait, au niveau légal, au niveau de la justice en France, ça a été classé sans suite. Donc on pourrait s'attendre à ce que, tu vois, il n'y ait aucune sanction au niveau de la radio. C'est assez choquant. C'est très bizarre. Mais est-ce qu'on est étonné dans le sens où, genre,
on l'avait déjà vu en fait en début d'année, vous vous souvenez, quand il y a une nouvelle direction de France Inter, justement. Oui. Parce que cette fameuse émission, du coup, d'hier, de dimanche 18h, de Charline Vanhoenacker, l'année d'avant et les années encore avant, c'était une quotidienne toute la semaine, en fin d'après-midi avant le 18h, je crois. Où du coup, c'était beaucoup d'humour politique et genre assez poil à gratter, etc. Et ils avaient fait le choix, alors que l'émission marchait vraiment bien, de le réduire à juste une émission réduite un jour dans la semaine. Et ça avait déjà fait grand bruit. Donc en fait, il y a une forme de logique où je comprends les humoristes sur France Inter qui se disent je peux plus juste bosser et exercer ma liberté d'offenser dans des conditions saines. Après, là je vais pas défendre un petit peu France Inter, mais bon, évidemment je suis tout à fait d'accord avec vous, on devrait avoir le droit de rire de tout, de dire tout ce que l'on veut, évidemment dans la limite du légal, mais quand tu penses à France Inter, tu dis que souvent les humoristes prennent pour cible les mêmes personnes, les mêmes personnalités politiques, souvent le gouvernement, souvent Emmanuel Macron. Je suis pas si d'accord. Hein. Tu trouves pas ? Je trouve que Guillaume Meurice, il est quand même dur avec la gauche aussi, alors que lui-même il est de gauche. Il est vraiment genre acide sur plein de gens à gauche. Hein, d'accord, non mais écoute, moi c'est un avis extérieur que j'avais, mais quand justement je regardais tous les billets, justement même de Charline, de Guillaume Meurice, après non, t'en as d'autres qui s'y intéressent pas forcément, même Walidia, il a fait d'autres choses évidemment aussi. Là où je suis d'accord avec toi, c'est quand même qu'ils sont tous à gauche minimum, très à gauche peut-être, mais il y avait pas de on tape que sur la droite, je trouve. D'accord. Ce qui peut être plus dérangeant vu que t'es sur du service public, tu vois. Ouais, mais après il peut y avoir une forme un point de vue politique d'ouverture, mais tout le monde y avait droit. C'est sûr que tu verras pas Gaspard Proust demain sur France Inter par exemple, tu vois. C'est toujours le même schéma et le même genre d'humoriste en tout cas, mais bon. Non, Zach, t'en penses quoi ? Non, moi j'avais le même avis que toi sur France Inter, et en fait récemment je suis revenu dessus parce que j'écoute un podcast qui s'appelle, je le retrouve, c'est avec Natacha Polony, c'est le grand face à face. Il y a souvent Natacha Polony qui intervient, et franchement les débats qu'ils ont, il y a des idées de droite, des idées de gauche, et franchement c'est plutôt pas mal, et c'est varié, donc voilà. Et pour revenir sur Meurice, qui m'a énervé par-dessus tout, c'est que ça va servir en fait, ça va servir les thèses de certaines personnes, notamment tout le public très antisémite qu'avait Dieudonné, qui allait à ses spectacles et qui s'était révolté quand il avait été interdit de spectacle, quand il avait fait monter Faurisson sur scène, qui pour le coup là c'est vraiment de l'incitation à la haine, et tu fais monter un négationniste sur scène, donc c'est autre chose que rire de quelque chose. Bien sûr. Et là on va dire encore une fois, là tu vois ils ont attaqué les juifs, donc il est censuré, donc du coup les juifs ont le pouvoir. Ça va me saouler d'entendre ça. Parce tous les complotistes, c'est la thèse de beaucoup de mecs, et ça va servir un antisémitisme dégueulasse qui pour le coup là tu vois, ça c'était pas le cas. Je suis d'accord. Messieurs, c'est la fin de ces actus en rafale. Merci. Vous avez dit oui beaucoup, quand même. Hein. Parce qu'on t'aime. Après, c'est pas moi qui choisis les... Ah si, c'est moi qui choisis les actus. Ok. Très bien. On va passer à l'instant X, messieurs. L'instant X, on le rappelle, c'est quoi ? L'instant X, c'est tout simplement nous, autour de la table, qui choisissons un tweet. Le tweet qui nous a le plus marqué cette semaine, un tweet drôle, un tweet qui nous a interpellés. Et on va commencer par Zach. Zach, c'est quoi ton tweet de la semaine ? Ah écoutez, je vous avais emmerdé avec Savoir du Monde. Ouais. Et j'ai trouvé un nouveau truc Twitter qui s'appelle Tu sais pas quoi. Tu sais pas quoi ? Ok. Putain. Et là, vous allez en apprendre une belle. Oh. Que signifient les abréviations AM et PM en anglais ? AM et PM. Post-méridiane et antéméridiane. Ok, j'en ai un deuxième de secours. Le physicien Stephen Hawking est né le 8 janvier 1942, date anniversaire de la mort de Galilée, 8 janvier 1642, et il est mort le 14 mars 2018, date d'anniversaire de la naissance d'Einstein, 14 mars 1879. Voilà. Tu m'emmerdes, Ando, personne n'était censé savoir ça. Ok. Allez, bisous. Comme quoi, Sciences Po, c'est pas si mal que ça. Hein. Il y a beaucoup de polémiques en ce moment, mais on t'apprend vous apprenez quand même des trucs. Hein. Oui, c'est pas mal. Ando, ton tweet de la semaine ? Alors moi j'ai un tweet de la semaine qui est une ref à un tweet de la semaine précédent. Ok. Je vous avais déjà fait, en fait, vous vous souvenez tout ce qui est la Kings League,
World Cup. Bien sûr. Donc l'équipe d'Amine Mathieu, nommée par Gérard Piquet pour représenter la France, etc. Ouais. On vous avait annoncé que Samir Nasri était le premier joueur, et bien là on a l'annonce du deuxième joueur professionnel qui va rejoindre cette équipe-là, c'est Zidane. Jérémy Ménez. C'est toujours pas Zidane. Oh, non mais là ce serait incroyable. Alors là, si Zidane il fait ça et pas les JO en France. Jérémy Ménez. Les gars, il est prof de PS maintenant, Jérémy Ménez. Oh, je sais pas. Apparemment, il vient de finir sa carrière en Italie. Donc, merde, ok. On a loupé ça. Ouais. Ah, c'était un bon joueur. Attendez, ancien international un peu, mais ancien international français. Attendez, c'est quelqu'un. Mais ouais, donc il va participer. C'est Amine Mathieu qui a annoncé ça dans un live hier avec Samir Nasri dans le live. Ok. Donc pour l'instant, on a Samir Nasri et Jérémy Ménez. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien ce qu'ils font avec les lives communs, etc. avec Amine et Samir Mathieu parce que il y a des pépites. Ils mettent une espèce de bonne ambiance. Tu sais, c'est un truc ils vont créer une espèce de je sais pas, une hype autour de cette compète et ça donne envie de les suivre. Ah bah oui, clairement, j'ai hâte de voir ça et il est série B en fait. Il est en série B, c'est pour ça qu'on le voit pas. Ah ouais, il a fini à Paris, c'est ça. Ah oui, ok. Bah c'est beau, hein. Moi je pensais qu'il allait s'arrêter avant et bon, c'est quand même un gâchis ce mec comme Ben Arfa et pas mal de mecs de cette génération. Exactement, ouais, c'est ce que je disais, ce que j'allais dire, pardon. La génération, elle est... Ben Arfa qui d'ailleurs aurait refusé l'invitation d'Amine Mathieu pour se consacrer au padel. Ouais, j'ai vu ça. Ce magnifique sport dont je vous ai parlé au tout début de ce podcast. Le padel ? Ouais. Je me souviens pas. C'était quoi, Rando ? C'est le prime des VAR de glitch. Je vous invite à aller voir l'épisode peut-être 3 ou 4. Mais... Évidemment. Mais c'est assez fou d'ailleurs. Ben Arfa dit non, moi je me concentre sur le padel. On me demande de venir jouer un petit peu, c'est bon. Non, bon. Ils m'ont pas assez payé. C'est possible. Et moi je vais vous proposer un tweet cette semaine de Bernard Pivot. Mais c'est un tweet de 2016. Ah ouais. Bah oui, normal. C'est pas un tweet d'aujourd'hui. Alors non, évidemment. Bah, si vous l'avez loupé, d'ailleurs, attendez, on ne peut pas se moquer. Si vous l'avez loupé, Bernard Pivot est décédé. Et en 2016, il écrivait: l'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que, le jour où je mourrai, elles m'appelleront. J'ai trouvé ça plutôt marrant et franchement, ce mec-là avait de l'humour. Et mais il reste que Michel Drucker, du coup. Il faut appeler Michel Drucker, effectivement. Et Jacques Lang. Salut mon pote. Jacques Lang, il est tout le temps appelé aussi quand c'est la mort de personnes. Vrai. Ouais. Il y a beaucoup de personnes récurrentes qui rendent hommage, souvent. Mais ouais, là, bah, c'est toute une génération aussi. Mais en tout cas... Voilà, on voulait parler de, même si tu l'avais déjà fait, Zach, de la mort de Bernard Pivot, et c'est quand même une grande tristesse. Grand homme. Messieurs, on ne va pas quitter la culture pour autant, puisque c'est l'heure, tout simplement, de la chronique culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Mais tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue! Pompier Bonneuil! Porte de Montreuil! Porte de Montreuil! Taisez-vous! Alors, culture, mais pas littéraire. Pas du tout la même. On va un peu quitter Bernard Pivot quand même, mais on va parler ciné cette semaine. Exact. Bah, c'est un film qu'on avait quand même pas trop vu venir, on va le dire. Et pour vraiment tout vous dire, on l'a pas encore vu tout court. Non. Mais on est face à un phénomène. C'est bien pour ça qu'on en fait une chronique culture aujourd'hui. Le premier film de l'humoriste Artus est sorti la semaine dernière et il porte bien son nom. Un petit truc en plus, puisque c'est tout simplement le meilleur démarrage en salle d'un film en 2024. 279 635 entrées, rien que le premier jour où il a été projeté. Avec ce chiffre, il dépasse un film dont on a beaucoup entendu parler dans ce podcast. Oui, Dune partie 2. Voilà, on renvoie vers une magnifique chronique de Gaël là-dessus. C'est même le meilleur démarrage pour un film français depuis plus d'1 an. Et si on va plus loin, du coup, dans les chiffres, 500 000 entrées en 3 jours, 900 000 en 5 jours. C'est énorme. Quand même, un premier film, hein. C'est vraiment pas tous les jours. Non, bien sûr. Alors, je vous raconte rapidement de quoi il s'agit quand même. Les personnages principaux sont en gros Clovis Cornillac et Artus lui-même, qui jouent les rôles d'un père et de son fils en cavale, qui cherchent donc à échapper à la police. Pour ça, ils trouvent refuge dans un centre spécialisé pour jeunes handicapés mentaux. Le père, Clovis Cornillac, se faisant passer pour un éducateur du centre, et le fils, Artus, pour un nouveau pensionnaire. Au casting, on a aussi Alice Belaïdi et Marc Rizzo. Rien à voir avec Julien Rizzo, notre cher auditeur. Julien Rizzo. Je vous rassure, enfin pas, en tout cas, il me l'a pas dit, mais bref. Non, peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Et fait stylé, une douzaine d'acteurs amateurs et handicapés mentaux jouent également dans le film. Oui. Une présence qui est forcément un peu rare donc sur un tournage, mais fun fact, ça a forcé Artus à terminer la fin de son scénario après le casting pour s'adapter au personnage, Bien sûr. au casting de la douzaine d'acteurs amateurs.
Et donc le film, tout ça est très bien noté. Au-delà des entrées, etc., Ouais. c'est pas un flop. 4,4 sur 5 pour les spectateurs d'Allociné. C'est beau. Presque 7 sur 10 sur Sens Critique. Ça, Très beau. c'est assez fort aussi. Très très beau. Bref, voilà, ça m'a donné envie de faire le mouton et d'aller voir ce film. Et je voulais savoir ce qu'il en était pour vous. Ah oui, moi clairement je pense que je vais aller le voir. Bah après tu sais moi j'en ai déjà parlé. Le film au ciné c'est je vais les voir maintenant souvent quand c'est quelque chose de spectaculaire en termes d'image et de son. Là je suis pas sûr que j'en prenne plein les yeux. Tu vois, c'est pas pour ça que t'irais, non. Non, c'est pas pour ça. Donc peut-être que je vais attendre qu'ils sortent sur les plateformes ou etc. Mais en tout cas oui ça me chauffe énormément et évidemment que je regarderai ce film un jour. Oui bien sûr. Zach. Bah moi j'ai raté Oppenheimer, j'ai raté Dune, j'ai raté le dernier Jordan Peele. Je vais certainement pas aller voir ce film parce que je me le pardonnerai pas en fait. Ah oui. Voilà. C'est abusé. Tu vois tu juges a priori. Non tu peux pas dire ça. Non, ça a l'air très bien, mais j'ai raté ces 3 putains de grands films que tu dois voir au cinéma. Je suis pas allé les voir. Tu vois. C'est dur ça. Mais ouais, mais bon, c'est un autre sujet. Mais Putain, j'avoue, le dernier Jordan Peele, je l'ai raté aussi maintenant que tu le dis. Dommage. Ouais. C'est lequel ça? Bah oui, c'est Nope, c'est ça? Ah oui je l'ai vu ça. Non, pas Nope, le dernier là qui est sorti il y a 2 semaines, il paraît que c'est un banger là sur Ouais. C'est en Inde, ça se passe en Inde et c'est une sorte de John Wick. J'ai vu. C'est une sorte de John Wick avec un masque d'ourson ou de tigre, Monkey Man. de singe. Voilà, Ouais, un masque de singe. J'ai vu ça a l'air passer, incroyable. Ah il faut que je vois ça aussi. Oh là là. Ouais. Mais comme si on avait le temps. C'est des belles sorties, comme ça, si on j'avoue. avait le temps. Ouais, c'est bien. Mais je suis très Mais content. si on a le justement. temps. Mais oui, Bah on a le temps. Tu sais quoi? Pourquoi Mais je fais tout le temps le mec occupé, mais tu regardes le temps qu'on passe sur nos smartphones Attends, toute la semaine, c'est une catastrophe. On devrait se faire 2 heures. En fait, on n'arrive pas à couper 2 heures. Non, mais c'est ça qui me tue, tu vois. Putain, je suis aigri. Ah, c'est le boomer Zach qu'on a ce soir, ouais. Ah ouais. Ah, Non, les mais c'est vrai. smartphones, mais attendez, On a le vous temps. savez, On a le beaucoup temps. plus de temps qu'on pense. Mais oui, franchement. mais oui, tu as raison. Et non, je suis très content justement. Tu le disais qu'il ait fait appel à des acteurs handicapés parce que c'est souvent une question problématique dans le cinéma, tu sais, où on fait appel souvent à des acteurs non handicapés pour jouer dans un handicapé, ou alors qu'est-ce qu'il y a comme, tu sais, par exemple aussi il y avait la question des Amérindiens à l'époque sur le film avec Killers of the Flower Moon. exactement. Ah oui, J'ai toujours pas vu. Justement, ouais. là c'était justement des Amérindiens qui jouaient les native. le peuple natif américain. Et non, je suis très content justement qu'on puisse inclure ce genre de personnes dans des films et que ça marche en fait. Surtout, je trouve ça qui est cool. C'est bien sûr. En plus, avec ce casting-là, du coup, les gens ils vont et en masse et bouche à oreille ils marchent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est adapté. Tu le disais et je l'ai vu en marrant, interview. Il me dit. Non, il ne dit pas du tout à Artus, je ne te connais pas. L'homme qui murmurait à l'oreille d'Artus. Non, toujours pas. Non, il dit en interview que justement la personne que vous voyez à l'écran, eh bien écoutez, si elle parle de Dalida, c'est qu'elle est fan de Dalida elle-même. Et en fait, justement, la personne que vous voyez, c'est ça dans la vie aussi. Et j'ai trouvé ça très intéressant justement d'inclure ça dans le film et que ça se rapproche au maximum de la réalité. Donc je trouve ça très beau et oui, bravo Artus, premier film en plus. Putain, tu le disais. Bravo, c'est vraiment. Incroyable les chiffres de cette sortie. Très sont drôle ce mec en vrai. assez fous. Donc voilà, on ne saurait que vous conseiller d'aller voir ce film, même si on ne l'a pas vu. C'est dire. On conseille les gens alors qu'on n'a pas encore vu le film. Mais promis, on va le voir et on en parlera. Subventionné. On n'est pas subventionné, non, on ne touche aucun argent de leur part, on vous confirme. Toujours pas. Non. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va faire un Patreon dans pas longtemps. Peut-être, ce serait une bonne Allez idée. là. Ce serait une bonne idée. Mais en tout cas, pour faire venir les investisseurs, peut-être qu'il va falloir leur faire écouter les chroniques de Zach. Parce qu'on a un prodige quand même dans l'équipe. On a un master des mots, un maître. Le monstre créatif. Qui retourne toutes les thématiques et fouille et écrit et va au bout de la réflexion. S'il y en a un qui doit se retourner là, c'est Bernard Pivot en entendant les conneries que tu dis. Le pauvre. Non. Zach, ne te dévalorise pas. N'empêche que cette vanne était bonne et que ça prouve quand même que je suis un maestro des mots quand même, c'est vrai, tu vois. Et ben voilà. Le pont avec Bernard Pivot. Ouais. C'est bon, ton ego est flatté. Arrête d'appeler ces galup. Voilà. Zach, on parle de quoi cette semaine? Tu nous parles de quoi? Écoutez, ma chronique d'aujourd'hui s'intitule « À la recherche d'un Steve Jobs des pompes funèbres ou de l'urgence de réinventer la mort ». Ok. Donc je vais vous parler de la mort, hein. Change de thème. Mais je parle de Steve Jobs parce que parfois, il faut faire un pas de côté. Enfin, pas de 10 000 pas, un seul pas de côté. Parfois, il y a un mec qui fait un pas de côté, il change l'humanité tout entière. Et Steve Jobs, lui, il s'est dit qu'on allait transformer le téléphone en prolongation de notre esprit.
Et c'est d'ailleurs marrant qu'on appelle encore ça le téléphone, vu que ça représente 10% de son usage réel maintenant. Bref, tout ça pour dire que j'ai réfléchi récemment et quelque chose ne va pas avec la mort. Et donc je pense qu'il nous faudra un Steve Jobs qui pourrait faire exactement pareil que ce qui a été fait avec l'iPhone, mais cette fois avec la mort, mais plus précisément pour ce qui suit la mort, ce qu'il y a après. Je m'explique. Alors pour commencer, la mort, dans de rares cas, est vécue comme une libération, on le sait avec les récents débats sur l'euthanasie, mais globalement, et pour la quasi-totalité des êtres humains, la mort casse un peu les couilles. C'est comparable à ce moment où tes parents venaient te chercher à la boum du collège. Tu sais, ça allait arriver, mais t'avais pas l'heure précise et t'espérais que ce soit le plus tard possible. Donc t'étais à la boum, tu t'en foutais plein le cornet, brownie, coca, jeux vidéo, un peu de bagarre, pistolet à eau, flirt avec la belle gosse de l'école, et bim, cette phrase, il y a tes parents. Ah oui, et je pense qu'on ressent ça. C'est vrai. Je pense qu'on ressent ça quand ça arrive. C'est-à-dire la fête, d'un coup, elle est finie, il faut rentrer, tu vois. Ah, dur. Donc la mort, elle est frustrante. On n'a jamais fini ce qu'on avait commencé. On n'a pas réparé tout ce qu'on avait cassé. On n'a pas tout dit. On n'a pas tout bien dit. C'est finalement toujours trop tôt. Mais bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça. On est là pour parler de ce qui entoure la mort, notamment l'après-immédiat, enterrement, cercueil, crémation, funérarium, tous ces trucs hyper glauques qui me donnent un peu l'impression qu'on ajoute inutilement du noir au noir. Et je parle de la mort au sens culturel du terme, davantage que du religieux, même si je crois pas trop me tromper en disant qu'au sein des 3 principales religions monothéistes, on danse pas la samba autour du cadavre. Il est finalement question de rapport culturel à la mort, notamment du rapport culturel occidental avec la mort. Faut dire qu'en Occident, on a fait de la mort un truc sinistre, froid et triste. Et c'est peut-être pas une fatalité quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Je pense à la Nouvelle-Orléans notamment, alors certes en Occident, mais très empreinte des cultures et de la spiritualité africaine. On y trouve des processions funéraires où on chante et on danse du jazz de manière joyeuse autour du cercueil. Au Mexique, on a le jour du Dia de los Muertos, où on célèbre les morts de manière colorée et joyeuse. C'est vrai. Ou encore, chez les aborigènes d'Australie, où on pratique encore la cérémonie du fumage. Alors le fumage, c'est pas une cérémonie où on allume des gros joints de bœuf en écoutant du Nino. Ça, c'est à Marseille. C'est Marseille, ok. Non, lors de la cérémonie du fumage, on brûle des herbes médicinales et aromatiques dans une cérémonie empreinte de positif, de gratitude et de joie. On y danse et on y chante en mettant en avant les moments partagés, les exploits et autres coups d'éclat du défunt pendant sa vie. Et finalement, si le point commun à ces pratiques dissidentes, c'était une question de posture. Parce que le dénominateur commun à ces pratiques est que l'on célèbre la vie davantage que la mort. Ici, la mort, c'est une occasion de nous réjouir de la vie et finalement de se réjouir de la chance de vivre et pour le défunt, la chance d'avoir vécu. Car la vie est une chance et s'il y a un jour où on doit s'en souvenir, c'est peut-être le jour où une vie s'éteint. Chez nous, tout le rituel est orienté autour de la perte, de la disparition, de la douleur de la perte. Et j'y trouve ici le dualisme qu'on peut retrouver en psychologie entre les thérapies orientées analyse du passé contre les thérapies où on reste centré sur le présent et ce que le patient a, son potentiel, ses ressources à l'instant T, ici et maintenant. D'un côté, on risque de ruminer la douleur, et de l'autre, en fait, on est présent dans l'instant, car finalement, ce qui est concret, palpable et surtout utile pour l'avenir. Finalement, c'est pour ça que j'aime pas trop les enterrements chez nous. Le deuil, c'est un processus naturel et inévitable. D'aucuns diront que le rituel mortuaire et funéraire, tel qu'on le connaît ici, en fait, il permet de formaliser la disparition et d'aider à ancrer le travail du deuil. Je pense que c'est une connerie, personnellement, et ça appuie là où ça fait déjà mal, en fait. Et en plus de faire chier ceux qui sont pas vraiment concernés par le mort en question, bref. Je pense même qu'un enterrement, ça peut être traumatisant, et ça s'ajoute au traumatisme déjà de la disparition de la personne. Tout est à revoir, du fond à la forme, et je vous parle pas de la forme, la gueule du cercueil, la gueule des pompes funèbres, la gueule du mec des pompes funèbres, dédicace au mec à la mairie de Marseille, en costard Célio, où t'as l'impression d'être au virage sud du Vélodrome quand il s'exprime à l'église. Genre, et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons accompagner Pascal dans sa dernière demeure. Oh merde. Alors t'as la froideur des salles de crémation, où le mec de la mairie, encore, clope au bec, qui donne des coups de pelle au cimetière comme s'il était en train de jardiner chez sa daronne, quoi. Non, merde, oui. Il y a rien qui va, en fait, tu vois. Bref. Tout ça pour dire, la vie est déjà pas facile. La mort, je vous en parle pas, alors pourquoi ajouter de la douleur à la douleur ? Peut-être qu'on devrait regarder du côté de notre société libérale et capitaliste, qui est quand même très empreinte de l'idéologie du no pain, no gain, tu sais. Il y a finalement une certaine culture de la souffrance chez nous, comme préalable obligatoire à la sérénité. Donc ça va du purgatoire au jugement de nos péchés par le Tout-Puissant, ou encore aujourd'hui par la vague d'influenceurs business et fitness, qui se glorifient de leur récit de souffrance qui a fini par mener à un prétendu état de grâce, tu vois. Alors oui, la souffrance est inévitable dans la vie, elle fait partie de l'équation, comme la mort. Mais je pense qu'il y a des souffrances qu'on peut refuser ou éviter de s'infliger.
Alors je lance un appel à toi, le jeune Steve Jobs de l'ombre, qui va proposer la future start-up révolutionnaire, qui pourrait nous offrir une gamme de services funéraires innovants et disruptifs, et nous permettre de répondre enfin à la mort par la vie et seulement la vie. Car après tout, la vie, surtout en pleine période de déclaration d'impôt, bah, c'est tout ce qui nous reste. Allez, bonne chance. Ah oui, tout simplement, bonne chance. Oui, bonne chance. Bonne chance. Bonne vie, qu'est-ce qu'on voulait que je vous dise? Ah ouais, bonne mort. T'as raison. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec le fait que dans notre culture, ce soit quelque chose de très triste après l'enterrement. Je sais pas si vous avez ce genre d'exemple dans vos vies à vous. Ouais. Moi, souvent, après les enterrements, j'en ai pas connu beaucoup non plus dans ma vie, mais il y a toujours une sorte de, pas de fête, mais de réception après. Et là, le comportement des gens, je l'ai toujours trouvé très étonnant, très libéré, très doux, très... je sais pas, tout le monde est dans l'empathie, tout le monde est sur la même énergie. Et c'est pas forcément triste à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas larmoyant, c'est pas genre en mode je suis très triste. On essaie de parler d'autre chose, on essaie de justement de faire vivre un petit événement après justement l'enterrement qu'on a pu connaître. Je sais pas. Non, quelqu'un qui rigole à un ça enterrement ou à une fête après un enterrement, quelqu'un va le noter. Quelqu'un forcément dans toutes les personnes va dire oui, il a rigolé. Non, c'est un peu en fait ce dont tu parles, Gaël, il me semble c'est un peu juste du réconfort. Vraiment le mot c'est de l'empathie, mais ça reste quand même pesant et lourd. Ah ouais, vous trouvez? C'est loin des exemples qu'a évoqué Zach à l'étranger. Bah oui, c'est quand même tout le monde est vraiment genre dévoué aux personnes touchées et avec des mots gentils, adorables, tout ce que tu veux, mais réconfortant, mais ça reste, je trouve que ça reste quand même lourd et triste au global. Ouais, ok. Non mais je te parle juste, tu vois, la préparation de l'enterrement lui-même et la mise en terre, ne serait-ce que tout ça, tu prends juste ça, c'est une horreur en fait. C'est horrible. Et ça doit pas être horrible en fait, c'est pas une obligation, tu vois. Je pense foncièrement que ça doit pas être une obligation. Après, ne serait-ce que le design, franchement, tu changes le design des cercueils, t'en fais un truc plus lumineux, blanc, je sais pas, neutre, tu vois. Mais pas ce truc en bois dégueu là, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de trucs comme ça, mais je pense j'ai des milliers d'idées et je vais la monter cette boîte en fait. Vous savez quoi, c'est moi le Steve Jobs de la mort. J'en ai marre. Je vous jure, c'est trop dommage. C'est trop dommage de prier les gens. C'est une opportunité pour moi. Est-ce que vraiment tu penses, enfin je sais pas, dans notre culture à nous, est-ce que tu penses que ça peut marcher, genre un enterrement comme ça où genre c'est révolutionnaire et tu mets de la musique à balle et plus que jamais. Est-ce que toi, en tant que famille de défunts, par exemple, quand ça t'arrive, est-ce que t'es pas genre dans un espèce d'entre-deux horrible finalement? Oui, tu vois? C'est dur de dire je veux vouloir un truc. Il y a une douleur, mais n'oubliez pas un truc, c'est qu'on est à l'époque, on est vraiment à une époque aujourd'hui où les gens de moins en moins pensent qu'il y a quelque chose après. Et on est vraiment dans une époque très individualiste, très où on vit les choses fortement, où tout doit être très intense et notamment joyeux et il y a cette quête du bonheur permanente. Je pense que plus que jamais aujourd'hui, tu proposes aux gens que ce moment en fait qui pour eux vraiment signifie la fin, contrairement à nos grands-parents qui avaient beaucoup plus de croyances sur le paradis et ces choses-là. Tu proposes aux gens que la fin, ça va être un feu d'artifice de joie et où leur image va être encore plus illuminée plutôt que entourée de larmes et de peine, et qu'en fait la dernière image en fait que les gens vont avoir d'eux, c'est des larmes et de la douleur. Bah, je pense que ça peut être séduisant comme opportunité. Eh ben vas-y, Start-up. J'y crois. Start-up. Ouais. Vous allez me voir dans Qui veut être mon associé sur M6. En vrai, j'avais te dire, j'y crois moyen, mais c'est ce que tout le monde disait à Steve Jobs, je pense au moment où il a commencé à lancer ses trucs, donc ça devrait que t'encourager. Oui, d'ailleurs, il y a une interview de l'ancien. C'est un des anciens cadres de Microsoft, il l'interview sur l'iPhone avant qu'il sorte, tu vois. Et le mec, il est mort de rire, il dit non mais ça marchera jamais cette merde, il y a même pas de clavier, ils vont se planter et tout, c'est trop drôle. Ouais, comme quoi. Et voilà ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, non, c'est bien, bonne idée, Zach, bonne idée. Petite start-up là. Ça viendra pas de l'église, hein. Donc la réponse viendra du privé encore une fois. Ah non, je te confirme, mais oui, ça viendra pas de l'église. Ouais. Merci Zach en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Et on te dira merci aussi quand on paiera notre abonnement à ta boîte pour le service funéraire joyeux. Comment tu peux l'appeler d'ailleurs? Zach Finito. Zach Finito, ok. on verra ce que tu peux créer. Non, ça peut être intéressant. Une nouvelle formule en tout cas. On verra. Ouais. Messieurs, on s'approche tout doucement de cette fin d'émission, tranquillement, mais sûrement. Avant ça, évidemment. Les recommandations, évidemment. Les recos. Les recos. C'est un peu dangereux là pour moi, je vous le dis tout de suite, j'en ai pas en tête.
Est-ce que, on va essayer de t'inspirer alors. Le temps que vous, Moi j'en ai une. nous proposiez vos recos, je vais voir. J'en ai J'en une ai aussi, donc t'as le temps, Galup. On commence par Ok. qui? On commence par Zach. Commence par moi. Ouais. Non, Allez, on commence par Zach. Donc moi c'est une appli en cas de décès de proches qui va vous permettre de faire un enterrement. Ça peut être bien, ça. Ça peut être bien. Ah, Non, putain, non, mais ouais. Non, c'est j'ai vu une série Netflix en 6 épisodes Ouais. qui s'appelle Un homme, un vrai. C'est tiré d'un roman. Ouais. Ouais, c'est très mal traduit de l'anglais qui est, je A crois, Real A Man in Man. Full. A Man in Full. Non. Ok, donc rien Et à voir. un homme en plein, en fait. plein. En Un homme plein. traduction Ok. littérale. Bref, c'est un roman sur un homme d'affaires qui perd tout et qui est menacé de perdre l'empire qu'il a monté. Ok. Et tu suis plusieurs intrigues. Et j'ai pas regardé la critique. J'ai lancé le premier épisode et franchement, j'ai trop kiffé. Trop bien. Tous les arcs narratifs de la série, voilà. C'est pas révolutionnaire, hein, l'intrigue est pas folle non plus, mais c'est à regarder. Les acteurs sont bons. Et en fait, je suis allé voir à la fin, ils se sont fait défoncer Ah merde. par la critique. Et pour le coup, je trouve pas ça du tout justifié, ouais. Ok. Alors que, tu vois, j'ai regardé la série de Pierre Ninet, j'ai pas réussi à continuer, tu vois. Ah. Donc, fiasco là. Ouais, Ouais. j'ai pas réussi. Donc, Ok. pour le coup, bah voilà, Un homme, un vrai, c'est pas mal. C'est 6 épisodes et ça se regarde bien. Les acteurs sont. Il y a un gros casting en plus. Donc, ça Très vaut le bien. coup. Très bien. Ah, je peux rebondir sur ce qu'il dit. Je vais parler de la série Fiasco. Je vais pas en faire ma reco à proprement parler, mais il y a toujours cet effet. On parle en plus à chaque fois quand on parle d'un film, etc. L'effet avant. Ah ouais, c'est trop bien. Les gens, tu sais, t'en parlent en disant ça va être trop cool, c'est trop bien. Et puis surtout, il y a eu une communication incroyable autour de cette série Fiasco. On l'a vu partout dans les médias, quoi, sur c'est clair. toutes les plateformes, Puissant. etc. Et tout le monde en parlait comme la série révolutionnaire, nouvelle forme d'humour, Pierre Ninet dans un rôle incroyable. Enfin, j'ai regardé ça. C'est évidemment très drôle. C'est pas l'humour, c'est pas un humour traditionnel. C'est un humour plus à la Platane. Je sais pas si vous voyez le genre. Ah, c'est marrant Ouais, ça. je vois. C'est plus un humour de gêne, tu vois, De flop. de flop, de gêne, exactement. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et honnêtement, si vous devez la regarder, c'est seulement et exclusivement pour Pierre Ninet parce que toutes ses réactions sont incroyables. Honnêtement, Ok. c'est Genre même pas j'adore ce civil mec. et tout, quoi. Civil, Il y a Cassel aussi, hein. Alors Civil, il a un jeu particulier. Alors Cassel, il apporte rien du tout. Mais quand je te dis Ouais, mais rien c'est du Cassel. tout à la Quand série, il est à ouais, l'écran, voilà. c'est dégaine quand même. C'est Ouais. trop bien. Bon, écoute. Mais en tout cas, Civil, si. Civil, il a un rôle particulier. En plus, c'est assez étonnant. Il joue bien le con comme ça. Il joue très très bien. Et en plus, c'est un perso qui a plusieurs facettes. Enfin, vous allez voir si vous allez regarder cette série. Civil, étonnant. Mais on a plutôt l'habitude de le voir dans ce genre de rôle. Et Pierre Ninet, par contre, dans le raté total qui fait que des gaffes ou justement des flops, c'est une chose à voir. Honnêtement, c'est une chose à voir. Voilà, c'est pas la série du siècle, comme annoncé partout, mais ça se regarde facilement. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Et c'est sur Netflix aussi, évidemment. Ok, stylé. Ando, quelle est ta reco de la semaine? Alors moi, je vais faire une reco anniversaire aujourd'hui. Reco anniversaire? Ouais. T'as besoin de gagner du temps encore ou pas? Absolument pas. Sur Pour quoi? trouver ta reco, du coup. Ah bah c'était ça ma reco. Ah, donc t'en as fait. Je croyais que t'en faisais pas ta reco. mais très bien. C'était pas ma reco. Ah, mais, ok, je viens de comprendre. Parce que je la recommande Comme pas Comme particulièrement. Pierre Ninet dans Fiasco, je suis un peu lent là d'être et tout. Voilà, exactement. Mais c'est pas grave. On Très bien, t'aime. mais je continue sur Marocco. Non, j'ai vu passer aujourd'hui que c'était les 10 ans de la sortie du tout premier épisode de la série Gomorrah. Ah oui. Le 6 mai 2014, premier épisode de la saison 1. Et en vrai, moi, c'est une série que j'ai regardée il y a pile un an. Donc très Ok. tard, hein, tu vois. Ah oui, super tard, ouais. Elle m'a tellement marqué. Et donc? Elle m'a tellement marqué, je me suis dit, il faut que je fasse partager ça aux gens. Je me suis rendu compte en discutant avec je ne sais plus qui dans mon entourage il n'y a pas si longtemps que il l'avait pas vu. Enfin bref, je me suis dit, alors que ça c'est un truc que tout le monde aurait dû voir ou aurait vu, quoi. Que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais je trouve que c'est la meilleure série de mafia, narcos, ce que tu veux, de l'histoire. D'accord. C'est d'un réalisme, c'est impressionnant. Les ok. acteurs sont fous. Et Et tu vois, cette musique là du générique quand tu l'entends après. et tu vois Galup, qu'est-ce que j'étais en train de faire avant de... Tu m'as demandé tout à l'heure, c'est quoi la musique que t'écoutes en dos là? Et ben c'est exactement la musique dont parle Zach à la fin de l'épisode. Ok, ouais. Oh là là, à la fin de l'épisode, il y a une musique qui se lance. Où tu sais qu'en gros, il reste 1 minute d'épisode et il va se passer une dinguerie. Ah, ok. Mais la musique est tellement belle. Et bref, c'est les émotions. C'est les émotions. C'est les émotions. Ah, l'émotion ok, est née. ok, bah écoute, tant mieux, tant mieux. Bref, c'est Bon, Marocco. Reco, Gomorrah pour ceux qui l'ont pas vu, évidemment, parce que ça fait longtemps, comme tu dis, 10e anniversaire. Mais oui, c'est toujours un bon truc à Ah, voir c'est incroyable. si vous ne vous y êtes jamais penché. Merci messieurs pour ces recos.
C'était cool. C'était très cool. Ouais, ça a fait des trucs à voir si vous n'avez rien à voir cette semaine. Et malheureusement, je ne peux que vous annoncer que c'est la fin de cette émission. Oh non! Ah non, oui, maintenant. Bah, Célébrons la vie. Célébrons la vie, tu as raison, mais célébrons la mort. Dans la musique. Célébrons la mort et la vie. Tu as raison. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Merci. On se retrouve quand? On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, la semaine prochaine. Même heure, même jour. Mais oui. Sur YouTube. Mais oui, sur YouTube. Oui, sur YouTube. C'était le 32e épisode de Glitch. Mon Dieu. Ça en fait. On aura des vacances, nous, d'ailleurs? Bah, potentiellement, ouais. Ouais. Faut voir le nombre de congés payés qu'on a accumulés et voir si on peut partir en vacances un petit peu cet été. Oui, évidemment, il y aura forcément une pause dans Glitch. Je tire la langue, Galup. Je tire la langue parce qu'il faut que l'oseille rentre. Quelle oseille? On sait pas. On ne sait le pas. rire jaune. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Mais voilà, non, on parlait d'argent. Mais notre argent, c'est quoi? C'est le retour des auditeurs. S'ils peuvent commenter, notre bonheur à nous. Liker, partager, nous faire des retours. On adore. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Vous connaissez la chanson, je viens de le dire, mais je le répète, c'est important. Du commentaire, du like, des abonnements, du partage. Oh, mon Dieu, si vous pouvez nous faire ça, déjà, on serait ravis. Ando, Zach, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, le sang. On se donne rendez-vous. C'est la fin mai. La semaine prochaine. Et d'ici là, plein de bisous.